À la une de cette édition, 6 humanitaires français, leurs 2 accompagnateurs tués dans la région de Kouré au Niger. Pas de revendication pour le moment. C'est la première attaque contre des Occidentaux dans cette zone depuis 2 décennies. On en parle dès le début de ce journal avec la chercheure Niagalé Bakayoko. A tout de suite. À la une également, la vidéoconférence des donateurs pour le Liban à l'initiative d'Emmanuel Macron. 252 millions d'euros d'aide ont été promis aux Libanais, encore dans la rue ce dimanche. 2 ministres ont eux démissionné. Et puis en Biélorussie, le président sortant passe de remporter son pari. L'opposition, dont plusieurs membres ont été arrêtés, dénonce des fraudes. Correspondance à suivre de Gulliver Craig. Voilà donc pour les titres. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On débute donc ce journal au Niger où 8 personnes ont donc été tuées par des hommes armés dans la région de Kouré. Il s'agit de 6 humanitaires français et de leurs guides et chauffeurs, tous 2 nigériens. Les assaillants ont pris la fuite à Paris. Emmanuel Macron convoquera un conseil de défense dès ce mardi. Etanadji. Voici le véhicule dans lequel voyageaient les 6 Français et leurs accompagnateurs nigériens. Il n'en reste plus qu'une carcasse calcinée et criblée de balles. L'attaque a eu lieu dimanche à l'est de la capitale, dans la localité de Kouré, une zone fortement déconseillée aux touristes. Parmi les victimes, des travailleurs humanitaires à bord d'un SUV siglé Acted, une ONG présente dans la région. Après un entretien avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, le président Emmanuel Macron a dénoncé dans un communiqué un attentat meurtrier et lâche et promis de faire toute la lumière sur les circonstances de l'attaque. Selon les premiers éléments, le véhicule venait d'entrer dans la réserve naturelle de Kouré avant d'être attaqué par des individus à moto qui attendaient l'arrivée des visiteurs. Les assaillants sont toujours en fuite. L'armée nigérienne, aidée des forces françaises, mène des opérations de ratissage. Il s'agit de la première attaque visant des Occidentaux dans cette zone, mais des groupes terroristes affiliés à l'organisation de l'État islamique opèrent à la frontière entre le Mali, le Nigeria et le Burkina Faso. Il y a 2 jours, une vingtaine de personnes ont été tuées d'à peu près le même mode opératoire au Burkina Faso. Ça fait 6 ans que le Niger est aux prises aux groupes terroristes qui arrivent aujourd'hui, souligne la gravité de la situation. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais AQMI a nié toute implication selon nos informations. Le président Emmanuel Macron tiendra un conseil de défense mardi matin. Bonjour Niagalé Bakayoko, merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes chercheur, présidente de l'African Security Sector Network. Cette attaque dans la région de Kouré, prisée des touristes, on l'a entendu, est donc la première depuis 20 ans contre des Occidentaux. Comment l'expliquer? Sur place, la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers mois? C'est dans l'ensemble du Sahel que la situation sécuritaire et politique est extrêmement dégradée. Il y a différentes façons de lire ce qui se passe aujourd'hui dans la région. D'un côté, on peut en effet considérer que d'un point de vue opérationnel ou tactique, un certain nombre de victoires sont acquises dans le cadre des différentes opérations qui sont menées, notamment par la France dans le cadre de l'opération Barkhane ou par les États du G5 Sahel, mais on s'aperçoit que l'insécurité ne fait que s'accroître et qu'elle touche particulièrement les populations civiles ou, encore une fois, cette fois-ci, des civils étrangers. Une insécurité et une instabilité grandissantes. Pour le moment, on l'a dit, aucune revendication n'est intervenue. Difficile de savoir qui sont les auteurs, tant les menaces sont nombreuses dans la région. Alors, en effet, la situation dans la région est caractérisée par une insécurité de type multifonctionnel. Il y a un grand nombre d'acteurs impliqués dans les violences, qu'il s'agisse de milices communautarisées, de groupes d'autodéfense, de groupes rebelles ou bien entendu de groupes djihadistes ou de groupes criminels. Mais cette fois-ci, il semble clairement qu'on a affaire à une attaque extrêmement
extrêmement planifié, extrêmement bien exécuté, qui cible non seulement un acteur français, mais également un acteur humanitaire. Et c'est extrêmement important de le souligner dans la mesure où l'assistance apportée par toutes ces ONG ou par des organisations telles le CICR est absolument essentielle dans la région pour soulager les souffrances des populations. Et un tel acte frappe vraiment au cœur les acteurs les plus engagés dans cette lutte. Une attaque de Kouré qui pose bien sûr la question de toute la stabilité du Sahel, région où, vous l'avez évoqué, la mission française Barkhane a bien du mal depuis 6 ans à éradiquer cette menace terroriste grandissante. Au vu de l'immensité de la région et de la mobilité de ces groupes armés, cette mission est-elle gagnable selon vous ? Alors, c'est très difficile de considérer une mission uniquement dans son cadre stratégique ou d'un point de vue opérationnel. On s'aperçoit que l'intervention militaire est absolument nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante. Tout d'abord parce qu'il est indispensable également de mobiliser la chaîne pénale, des moyens judiciaires pour démanteler justement ces réseaux aussi qui alimentent ces différentes attaques djihadistes, mais aussi pour inscrire cette approche militaro-stratégique dans de déterminer ce qu'il est possible de proposer aux populations ou aux groupes qui se situent aujourd'hui dans une logique insurrectionnelle, qu'elle soit de type rebelle, de type djihadiste ou de type populaire, comme on le voit aujourd'hui au Mali. Merci beaucoup Niagalé Bakayoko d'avoir accepté l'invitation de France 24 ce matin. Merci beaucoup à vous. On en vient tout de suite à la colère du peuple libanais. Elle ne faiblit pas 5 jours après l'explosion du port de Beyrouth qui a fait, je vous le rappelle, 158 morts et 6000 blessés au bas mot. Pour le 2e jour de suite, des centaines de personnes ont manifesté contre le pouvoir. Les protestataires exigent toujours le départ de l'ensemble du gouvernement. Appel, vous allez le voir, entendu par 2 ministres. Kevin Battista. Une nouvelle fois, Beyrouth résonne des cris de colère et des détonations. La cible de ces manifestants, le Parlement. Ils sont finalement repoussés et dispersés par la police et l'armée, déployés en renfort. Les affrontements de ce week-end ont fait plusieurs centaines de blessés selon la Croix-Rouge. Les autorités déplorent, elles, la mort d'un policier. Pour la 2e journée consécutive, ils s'étaient rassemblés nombreux, place des Martyrs, venus parfois en famille d'autres villes. Déterminés, les manifestants rejettent une classe politique jugée corrompue, des dirigeants tenus pour responsables de l'explosion du 4 août dernier qui a fait plus de 150 morts et au moins 5000 blessés. Mais ils sont divisés sur la marche à suivre. يا نعيش يا يعيشوا هذا اللي صار هو اللي عم يصير هي انتفاضه من الثوره شوف دم معنا شوف دم من تلك الطرفين يعني من طرفين كان من الدوله ولا كان من الشعب بالنهايه يا بننتصر نحن يا بينتصروا هن. I was definitely disappointed by the armed forces, but I have to say to some extent I was a bit disappointed by the people as well because we were hoping to stay much more peaceful and I understand their anger. I'm very angry too. But I'd prefer to limit the casualties. Tous, en revanche, appellent à une démission collective du gouvernement. 2 ministres ont déjà renoncé à leurs fonctions. Celle de l'information a demandé pardon. Celui de l'environnement regrette des opportunités ratées. Un conseil des ministres se tient ce lundi. Le chef du gouvernement, quant à lui, a déjà évoqué la tenue d'élections législatives anticipées. Beyrouth, où Emmanuel Macron s'est rendu jeudi dernier, devenant ainsi le premier chef d'État étranger à se rendre au Liban depuis la double explosion. Le président français qui était à l'initiative hier d'une vidéoconférence des donateurs, 252 millions d'euros ont été promis, aide qui sera distribuée directement aux Libanais et non pas au gouvernement accusé par la population de détournement.
Unie mais réprimée, l'opposition biélorusse ne devrait pas remporter son pari. Selon un sondage réalisé à la sortie des urnes, le chef de l'État sortant, Alexandre Loukachenko, en poste depuis un quart de siècle, remporte la présidentielle avec près de 80% des voix. Un score falsifié selon ses opposants qui ont manifesté à travers tout le pays. Selon une ONG, une personne est morte lors des heurts avec les forces de l'ordre à Minsk. 160 autres ont été arrêtés selon la même source. On retrouve notre correspondant dans la région, Gulliver Crack. Bonjour Gulliver. Cette présidentielle est donc marquée par le réveil de l'opposition, des manifestations, mais aussi une répression d'une ampleur inédite. Alors oui, le fait d'annoncer une victoire pour Alexandre Loukachenko avec un score invraisemblablement élevé n'a rien de nouveau. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est que des manifestations ont eu lieu non seulement dans la capitale Minsk, mais à travers tout le pays. Une vingtaine de villes ont vu des actions protestataires d'envergure. La police a répondu à coups de gaz lacrymogène, canons à eau, ballons caoutchouc, selon certains témoins. L'Internet est sévèrement bloqué dans une grande partie de la Biélorussie, alors les informations filtrent avec un peu de difficulté, mais il y a des images d'agences qui montrent des visages couverts de sang. Un photographe de la Associated Press, d'ailleurs, a été battu à l'intérieur d'un wagon de la police. Il est actuellement à l'hôpital, selon l'agence. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si la police a répondu dans la plupart des endroits avec force, ce n'est pas le cas partout. Dans certaines villes plus petites, les forces de l'ordre n'ont pas cherché à disperser les manifestants. On ne sait pas pour l'instant s'il s'agit là d'une stratégie préméditée ou bien si des officiers ont suivi l'appel de la candidate d'opposition Svetlana Tikhanovskaya elle-même qui disait que la police devrait se rappeler qu'il fait partie lui aussi du peuple et ne pas avoir recours à la violence. Cela dans un communiqué publié dans la nuit, lu par l'une des collaboratrices de Svetlana Tikhanovskaya qui elle-même ne s'est pas montrée en public, craignant d'être arrêtée. Gulliver, on l'a dit, en Biélorussie, les opposants et les observateurs politiques sont convaincus que les chiffres annoncés, 80% donc, sont bien loin de la réalité. Ma question est toute simple, est-il possible d'avoir une idée des scores réels ? La réponse est toute simple, alors non. C'est bien ce que les manifestants demandent à savoir. Il y a eu un sondage de sortie des urnes fait illégalement par des bénévoles qui donnait 72% pour Svetlana Tikhanovskaya. Mais évidemment, ce sondage n'est pas vraiment scientifique et susceptible d'être biaisé en faveur de l'opposition. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que certaines commissions électorales, certains bureaux de vote ont publié, à cause de la conscience de leurs officiels ou bien sous la pression des manifestants, ce qui semble être le vrai décompte. Et là, dans tous les cas, je pense, Svetlana Tikhanovskaya était en tête. Mais en réalité, la fraude commence bien avant le décompte des voix. Il y a des bulletins de vote falsifiés ou invalidés d'avance, des personnes qui n'existent pas, qui ont voté, ou bien des urnes vidées surreptitieusement pendant la journée. Donc je pense que c'est le cas de dire que le vrai résultat, si vous voulez, n'existe pas. Merci beaucoup, Gulliver, pour toutes ces informations. Il est l'une des figures du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Jimmy Lai a été arrêté en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale voulue par Pékin. Plusieurs membres du groupe de presse qu'il dirige ont également été interpellés. Motif invoqué, collusion avec des puissances étrangères. Les autorités ont aussi procédé à une perquisition au siège de son journal Apple Daily. On en vient à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ici en France. Depuis minuit, il est désormais obligatoire de porter un masque dans les lieux les plus fréquentés de Paris. Voies sur berge, hauts lieux touristiques, marchés ou encore places. Pendant 2 semaines, pas d'amende en cas d'infraction. La pédagogie sera de mise. En revanche, à partir du 24 août, plus de clémence avec des amendes de 135 € pour les contrevenants. L'inquiétude à l'île Maurice, échoué il y a plus de 2 semaines, le navire transportant 4000 tonnes de pétrole à son bord menace désormais de se briser en mer. La catastrophe écologique est toute proche. Dépassé, le gouvernement mauricien a sollicité l'aide de la France. Regardez. Des kilomètres de plages souillées, des eaux cristallines transformées en boue saumâtre, loin, très loin des images cartes postales de l'île Maurice. Face à la marée noire qui touche la pointe sud-est de l'île, des milliers d'habitants s'activent. Ils confectionnent des boudins de fortune avec des bouteilles plastiques et du chanvre, des bidons, des pelles, des morceaux de tissu, autant de barrages dérisoires face à un océan devenu noir. À quelques centaines de mètres du rivage, comme posé sur l'horizon,
la longue silhouette du Wakashio. Plus de 1000 tonnes d'hydrocarbures se sont déjà échappées du bateau. Et cette pollution menace également cette petite île, au centre de l'image, connue pour sa faune et un parc marin protégé. Les écologistes craignent un désastre environnemental, mais aussi humain. Ces gens, ils sont pêcheurs, propriétaires de bateaux. Ils vivent de la mer et ils se nourrissent grâce à la mer. Donc le tourisme sera affecté pendant une longue période et ils ne vont plus pouvoir faire toutes ces choses. À la demande des autorités mauriciennes, la France a envoyé du matériel anti-pollution depuis la Réunion, à 200 km de là. 2 avions, puis le navire le Champlain. Le temps presse. Les experts redoutent que le Wakashio se brise si la météo se dégrade encore. Fin de ce journal, le prochain c'est dans 15 minutes. À tout à l'heure.